Je vais commencer par me présenter. Donc, Marianne Ruder, je suis la directrice du site de Pitié-Salpêtrière et directrice générale adjointe du groupe hospitalier. Tout d'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette réunion d'information et d'avoir pu vous libérer pour pouvoir participer à cet échange. Alors, on a souhaité avoir cet échange puisque le site de Pitié-Salpêtrière, comme vous le savez, fait partie des 2 sites de la PHP adulte qui sont labellisés pour accueillir et prendre en charge dans des établissements donc, de référence certaines pathologies infectieuses et virales. Et dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, qui après avoir touché la Chine, touche l'Europe et touche la France, il était important pour nous qu'assez rapidement on puisse avoir un échange avec vous, déjà pour vous communiquer des informations sur la façon dont on était organisé pour faire face à ces prises en charge, pour répondre aux besoins sanitaires de la région et d'au-delà. Il faut savoir que pour préparer bien sûr ces prises en charge, déjà c'est un travail de longue haleine et bien antérieur à l'épidémie qu'on connaît actuellement, des équipes concernées au premier plan desquelles donc les services d'hygiène, les services de virologie, les services de médecine infectieuse, de réanimation et des SAU, qui donc sont rompus à ces exercices et qui ont vraiment participé à l'élaboration des informations qu'on va vous communiquer. Et donc, je remercie vraiment leur mobilisation depuis ces derniers jours et ces dernières semaines pour préparer au mieux notre établissement, l'accueil et la prise en charge des patients. Au-delà des informations qui vont vous être communiquées, l'idée c'est également de pouvoir avoir un échange avec vous, des questions que vous pourriez vous poser, que ce soit dans le cadre de la prise en charge à l'hôpital ou au-delà. Donc n'hésitez pas à interagir. Dernière information, la séance aujourd'hui va être filmée, puisque l'idée est que l'on puisse mettre à disposition sur intranet les images de cette réunion pour pouvoir informer le plus grand nombre de personnels de l'établissement, puisque certains actuellement sont auprès des patients ou occupés à leur fonction quotidienne. Donc c'est aussi important qu'on puisse leur donner accès aux informations qui auront été diffusées dans le cadre de cet échange. Donc encore merci de votre présence, de vos questions. Il n'y a aucune question taboue et on y répondra avec les experts du mieux possible. L'idée est vraiment qu'on puisse avoir ce temps d'information et d'échange avec vous. Je laisse la parole au professeur Combe qui va vous commencer par vous donner une situation à l'heure H de la situation de l'épidémie. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Je vais commencer par vous poser une question. Qui est vacciné contre la grippe? Voilà. Donc là, je suis désolé, je vais commencer par être désagréable. Il y a un problème. Ce n'est pas normal que vous soyez si peu nombreux vaccinés contre la grippe. Alors vous allez dire, mais on est venu écouter le coronavirus, on n'est pas venu écouter la grippe. Et je suis d'accord. Le seul problème, c'est qu'on risque de se retrouver avec 2 épidémies à affronter en même temps. Et il n'est pas question pour le personnel soignant d'avoir la grippe, et encore moins de la transmettre aux malades. Donc voilà, je rappelle juste l'importance de la grippe et pour une maladie pour laquelle il existe une vaccination. Et une maladie qui fait plus de morts que le coronavirus, en tout cas pour le moment. Hein, ok? Ceci étant bien précisé, je vais mettre mes diapos. Alors, bon, je suis désolé, je ne vous ai pas préparé une présentation actualisée, il y a encore des papiers. Alors, Marianne Ruder a eu raison de dire que c'est ce qu'on sait aujourd'hui.
Parce qu'il est très important que vous soyez conscient qu'en matière d'infection émergente et en matière d'épidémie, ce qui est vrai au jour J n'est pas vrai au jour J+1. OK ? Et il y a un deuxième principe de base, c'est qu'on est souvent en retard d'un train ou d'un métro. OK ? Alors ça, nous, on n'est pas trop concernés par ça, parce que nous, on essaie d'anticiper au contraire, mais pour que vous compreniez un peu le décalage qu'il puisse y avoir entre ce qu'on fait ici, où vous avez remarqué qu'on se mettait en ordre de marche pour affronter peut-être quelque chose d'un peu plus important, c'est pas au jour d'aujourd'hui, et ce qui se dit dans des instances un peu supérieures, où le discours est plus rassurant. Voilà. Donc, c'est très terrible comme... Bon, je ne suis pas sûr que vous voyez très très bien, mais bon, c'est pas grave. On peut faire un histoire, hein, sinon. Pardon ? On peut faire un histoire, je crois. Non, bon, je suis désolé, parce que là, au niveau... bon, c'est pas grave, mais c'est pas possible. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de particulier? Et puis là, vous pouvez... Non, on peut baisser là, regarde. Ah, super. Bon, n'en profitez pas pour faire la sieste. Donc diaporama, c'est le diaporama qui est utilisé actuellement dans toute la France. Hein, c'est la mission EUREB, qui est une mission nationale, qui est chargée de gérer les infections, enfin de conseiller en tout cas pour la prise en charge des infections émergentes. Alors on commence par le virus, hein, puisqu'il s'agit d'un virus. Donc ça, vous avez tous entendu parler qu'il s'agissait d'un virus de la famille des coronavirus. Globalement, ce qui est important pour vous de savoir, c'est ce qui est situé tout en bas ici, que vous ne voyez pas, mais je vais vous dicter, c'est 80% d'identité génétique avec le SRAS coronavirus. Donc c'est un virus assez près du SRAS. C'est un virus qui nous vient du monde animal. On ne sait pas encore très bien comment il est passé de l'animal à l'homme, mais actuellement, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est de prendre en charge des malades ou des suspicions de malades. D'emblée, il y a un truc important ici à noter qui est la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts sur le nombre de patients symptomatiques. Et vous voyez que la létalité pour le SRAS coronavirus c'était 10%, et pour le MERS coronavirus c'est 37%. En fait, même pour le MERS coronavirus, c'est exagéré, c'est moins, c'est 28%. Et là, probablement, pour le coronavirus qu'on a actuellement, mais ça peut muter, parce que ce sont des virus qui mutent, le taux de mortalité est estimé autour de 2%. Alors, à gauche, vous avez une modélisation. Bon, les modélisations, c'est angoissant. Ils se trompent beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas trop en tenir compte. Mais bon, ça vous donne une idée du nombre de cas potentiels. Et surtout, là, vous avez un chiffre très important qu'on appelle le R0. Donc le R0, c'est un chiffre qui mesure la contagiosité d'une infection, c'est-à-dire ça mesure le nombre de personnes qui vont être infectées par un malade. C'est-à-dire que là, si vous avez un R0 à 2,6, ça veut dire qu'un malade va infecter 2 personnes, enfin 2,6 personnes. Alors bien évidemment, c'est une moyenne. Par exemple, pour le MERS coronavirus, c'est à peu près le même R0, c'est autour de 2. Mais comme c'est une moyenne, vous avez des personnes qui contaminent personne, et puis vous avez d'autres personnes qui contaminent des dizaines de personnes. Et par exemple, dans l'épidémie de MERS coronavirus qui a eu lieu en Corée du Sud, à partir d'un seul malade, l'épidémie s'est amplifiée dans les milieux de soins, et notamment dans les salles d'attente des urgences, et un malade, par exemple, qui a contaminé 80 personnes, à lui tout seul. Et ça s'est passé dans les salles d'attente des urgences. Donc c'est pour ça qu'il est très important, et ça explique le discours qu'on a actuellement, c'est si vous êtes malade, n'encombrez pas les services d'urgence, appelez le 15, il ne faut pas que l'épidémie soit amplifiée dans les services d'urgence, c'est-à-dire on vient consulter des malades qui ont des rhumes, des grippes, etc. Et puis si jamais il y a un coronavirus qui se balade dans ces urgences-là et qui n'est pas protégé, ça peut être une chaîne épidémique. C'est surtout ça qu'il faut éviter actuellement. Donc, bon là vous avez les transmissions, bon les taux d'attaque, on ne les connaît pas très bien, mais il est probable qu'ils soient très élevés. Hein. Les taux d'attaque, c'est le nombre de personnes non immunes qui va être infectées. Alors ici vous avez, bon on ne voit pas très bien, je suis désolé, mais je vais vous résumer. Globalement, il n'y a pas d'emploi.
pour le moment, hein, dans les premiers cas publiés. Il n'y a pas d'enfants, ça commence à l'âge adulte, après c'est de 14 ans à 80 et quelques années. C'est une épidémie qui prédomine chez les hommes, pour des raisons qu'on ne sait pas au jour d'aujourd'hui, mais il y a, selon ce qui est publié pour le moment, il y a 2 hommes, 3 hommes pour une femme. Voilà. Alors ici, vous avez probablement une des diapos les plus importantes, hein, c'est-à-dire vous avez l'évolution, alors c'est sur très peu de malades, donc voilà, mais vous avez l'évolution entre le moment où ils sont infectés et le moment où ils commencent à avoir des symptômes. Et vous voyez, le moment où ils commencent à avoir des symptômes, pardon, et le moment où ils sont arrivés à l'hôpital, où ils sont admis, vous voyez 7 jours pour être admis à l'hôpital, 8 jours pour avoir une dyspnée, 9 jours pour avoir ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë, et 16 jours pour être admis en unité de soins intensifs, avec en général une détresse respiratoire. J'ai rien d'autre à vous dire de particulier sur cette photo. Donc là, c'est la première série de 41 patients, mais ce matin, ou hier soir, ils ont publié une série de 100 patients. J'ai pas eu le temps de faire la diapo, mais globalement, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc c'est une grippe. Enfin, c'est une grosse grippe. Voilà, c'est une grosse grippe. La mortalité de la grippe, c'est moins d'1%. La mortalité de cette maladie, je vous ai dit 2%. Donc c'est une grosse grippe, fièvre, 98%, tout, myalgie. Voilà. Donc c'est on ne peut pas distinguer ça de la grippe. Donc, d'où mon discours perpétuel pour dire vaccinez-vous contre la grippe. Hein, vous m'avez compris. 32% de formes graves. Alors ça, faites attention, c'est un chiffre, c'est un chiffre faux. Parce que c'est un chiffre qui porte que sur les premiers malades, c'est-à-dire ceux qui ont consulté en milieu hospitalier, et pendant ce temps-là, tous les malades qui n'étaient pas graves, ils sont passés, on les a pas vus. Donc ce chiffre de 32% de formes graves et de 15% de mortalité, il est faux. Voilà. C'est-à-dire on publie des choses qui sont fausses et qui renforcent un peu l'anxiété générale. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Leucopénie, lymphopénie, anomalie radiologique, bon, au scanner, mais je pense qu'il ne faut pas non plus travailler les malades au scanner. Enfin, vous voyez, Jérôme en parlera mieux que moi. Jérôme qui est d'accord, il ne faut pas qu'on travaille ces malades au scanner. Voilà. Des foyers de condensation, des infiltrants vers des polis. Et puis le diagnostic virologique. Donc maintenant, le diagnostic virologique est possible à la Pitié-Salpêtrière depuis hier, et on peut gérer plusieurs prélèvements, enfin des dizaines de prélèvements par jour, puisqu'ils vont faire des rotations assez prolongées. Alors là, on n'est pas tous d'accord, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est sur le type de prélèvement respiratoire. Là, vous voyez qu'il est marqué prélèvement respiratoire profond, c'est ce qui a été fait en Chine. Nous, on fait des prélèvements respiratoires, a priori, plutôt superficiels pour le moment. Donc je vous montre des images finalement de ce qu'il ne faut peut-être pas trop faire, c'est-à-dire des scanners. C'est pour publier, quoi, si vous voulez, mais je pense qu'il faut trimballer ce genre de malade un minimum dans les lieux de soins, évidemment, sauf s'ils en ont vraiment besoin. Donc voilà, ils ont essayé différentes choses, des corticoïdes, pas d'effet sur... Bon, la vérité, au jour d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, on n'a pas de traitement. Hein, c'est un traitement uniquement symptomatique. Ou si on a des traitements, c'est des traitements qui sont en cours d'expérimentation et dont on ne sait absolument rien. Quand vous voyez la radio, les 2 radios en bas, les pneumologues et les réanimateurs connaissent bien ce genre de radio, c'est des radios de syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Donc je conclue, hein, parce qu'il n'est pas question de monopoliser la conversation. Donc pour l'instant, on en est au tout début. Il faut que vous reteniez que c'est la Chine, avant tout, qui va avoir des problèmes. Probablement que l'épidémie a diffusé dans les pays les plus visités par les Chinois, et vous n'êtes pas sans savoir que la ville au monde la plus visitée par les Chinois est Paris. Voilà. Donc, oui, je suis désolé. Donc il faut quand même être lucide. Entre le 1er décembre et le 25 janvier, ou le 26, 27, je ne sais plus quand Air France a supprimé ses vols hier, donc on était le 30. Donc entre le 1er décembre et le 30 janvier, 6 vols par semaine, 3 vols directs, 3 vols indirects, 6 vols par semaine, près de 300 personnes dans chaque vol. Il y a des Chinois malades qui sont passés à travers les mailles, qui sont passés, hein, évidemment, et il y a probablement un peu de virus qui circule à bas bruit, sauf que comme la maladie n'est pas très grave, et j'insiste beaucoup sur ce plan-là, même si ça a une mortalité d'1 à 2%, probablement, si ça se trouve, la mortalité va baisser, ou c'est pas très bien,
Je pense qu'il faut quand même être objectif, mais en même temps serein. Voilà. Pour le reste, ben voilà, c'est une grosse grippe. Alors les pays où il commence à y avoir des chaînes de transmission autochtones, hein, il y en a 4. Il y a la Thaïlande, qui est le pays le plus visité au monde par les Chinois. Il y a les États-Unis, très visité également par les Chinois. Il y a la France, et puis le 4e, je crois que c'est le Vietnam. Voilà. Oh non, l'Allemagne. Ou le Vietnam, je ne sais plus. Bon, bref, peu importe. Donc, voilà. Est-ce que j'ai survolé à peu près tout? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non. Bon. Est-ce que vous avez des questions sur la partie à laquelle je peux répondre, c'est-à-dire épidémiologie, clinique, pronostic, traitement? Ou est-ce qu'on fait la discussion à la fin, puis je donne puis Jérôme Robert pour l'hygiène, Pierre Ossater pour les urgences, et puis Élise pour la réa? Ah, d'accord. Bon, on m'autorise, à titre purement exceptionnel, j'imagine, de parler du nombre de cas certains, du nombre de cas possibles, enfin jusqu'à maintenant. Bon, la communication est quand même très contrôlée par les autorités de santé du pays. Seule la ministre, voilà, alors on peut dire quand même qu'il y a 5 cas à Bichat, 2 cas en réanimation, 3 cas en maladie infectieuse, et qu'il y a 1 cas ici à la Pitié-Salpêtrière, qui est le cas du médecin dont tout le monde parle. Voilà. Et les cas possibles, alors pour les cas possibles, on est beaucoup plus concerné, enfin beaucoup plus impliqué évidemment, il y a beaucoup plus de malades, mais pour l'instant la plupart sont négatifs, ou alors devinez ce qu'ils ont quand ils sont positifs, je vous laisse deviner, la grippe. Voilà. Non mais c'est ça le problème, quoi. Et c'est pour ça que j'arrête pas de répéter qu'il faut se vacciner contre la grippe, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a que les Américains, les CDC d'Atlanta qui ont dit qu'il fallait se vacciner contre la grippe. Mais bon, voilà, le problème, c'est des grippes. Alors il y a des rhinovirus, il y a un peu de virus respiratoire syncytial, enfin, il y a d'autres virus. Il y a des coronavirus. Non MERS, non nouveau coronavirus, parce que les coronavirus, en fait, c'est l'agent du rhume hein, aussi. Donc il y a des coronavirus, non MERS, non N nouveau, etc. Voilà. Le fameux faux patient suspect de la Pitié-Salpêtrière. Et donc, dès cas possible, on est en train de monter en charge, on est en train d'ouvrir une unité qui sera donc opérationnelle dès la fin de l'après-midi. Donc merci à toutes les personnes qui ont fait des efforts pour ouvrir cette unité, et on pourra prendre en charge les cas possibles dans des conditions de sécurité bonnes, très rapidement. Je parle bien de cas possibles dont il va s'avérer que très peu seront confirmés. Parce que pour l'instant, on n'est pas confronté à plein de malades partout. Hein. Donc voilà, rassurez-vous, mais soyez vigilants. D'accord? Et vaccinez-vous contre la grippe. Bonjour, moi je suis Jérôme Robert, je suis médecin hygiéniste de la Pitié-Salpêtrière. On m'a demandé de vous brosser assez rapidement les mesures de précaution spécifiques pour ce virus-là. Comme on était un peu occupé, j'ai fait un diaporama assez rapidement et je me suis dit qu'est-ce qui est important. Alors la première chose, c'est de comprendre quels sont les modes de transmission principaux. C'est une maladie respiratoire. Le principal mode de transmission, ce sont les gouttelettes qui sont excrétées au moment de la toux. Et bien sûr, quand on excrète des gouttelettes et qu'on tousse, la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on prend ses mains et qu'éventuellement donc on se contamine les mains. Et avec les mains, qu'est-ce qu'on fait? On va contaminer l'environnement qui est proche. Le malade fait la même chose et les soignants font la même chose. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on connaît les deux modes principaux de prévention de toutes ces maladies respiratoires, comme la grippe par exemple, qui sont les préventions gouttelettes et la très bonne hygiène des mains. C'est fondamental.
Et c'est pour ça qu'avant de rentrer dans toutes les précautions spécifiques, il faut se rappeler que les précautions standards comprennent d'emblée des indications sur les problèmes respiratoires. Eric Cohn vient de vous le dire, pour ceux qui n'auraient pas compris qu'il s'était assoupi pendant 3 secondes, en hiver, chaque année, il y a le même drame qui est « Ah, c'est l'hiver, ah, c'est la grippe ». Et donc, chaque année, la moitié de la population fait ça, et donc, la moitié, malheureusement, très peu cherche à mettre un masque pour se protéger, ça se voit dans beaucoup de pays traités chez nous. C'est quand on n'a pas l'habitude, il faut s'entraîner. Hein, et une certaine partie des gens essayent de se vacciner, et comme l'a dit Eric Cohn, pas assez. Alors là, bon, ça c'est les aléas des transferts. Normalement, chaque année, partout dans l'hôpital, partout ailleurs, on devrait voir des affiches disant « Si vous avez de la fièvre et que vous toussez, vous êtes à risque de transmettre une infection respiratoire, quelle qu'elle soit. » Et donc, on demande à ces personnes-là, qu'on soit soignant, ou qu'on soit personnel, visiteur, etc., de mettre un masque pour ne pas contaminer les autres. C'est normal, et c'est chaque année. Et si on faisait ça, bah déjà, on se poserait moins de questions sur les risques des gens qu'on rencontre. Parce que c'est normal d'avoir un masque. Alors là, c'est la même chose. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est les affiches. C'est parce que c'est en Chine. Et il y a une affiche qui a été faite de façon spécifique pour cibler les personnes qui ont été potentiellement exposées au virus dans la région de Wuhan, et, enfin dans la région de Hubei, et dans la capitale de cette région qui est Wuhan. Vous voyez qu'en fait cette affiche n'a rien de spécifique en dehors du fait de cibler cette région. Mais sinon, vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez suspect d'une infection respiratoire, vous devez porter un masque. Et ça, c'est standard et ça devrait être tout le temps, chaque hiver. La deuxième chose que je vous ai dit, c'est qu'on va contaminer ses mains en éternuant, en se mouchant, et donc il faut une très très bonne hygiène des mains. On le répète à chaque fois qu'on fait des entretiens, des formations sur la prévention des infections à l'hôpital. Ben là, il n'y a pas, c'est la même chose. Et c'est pareil aussi pour les patients. On peut demander aux patients de faire la même chose que nous. Et si on a les mains souillées, qu'on a éternué et qu'on a plein de salive et plein de postillons dans ses mains, il vaut mieux se laver les mains avec l'eau et le savon. Vous voyez, ça c'est la campagne de l'OMS et je trouve qu'elle est très très belle puisqu'elle dit si vous vous lavez les mains, vous pouvez sauver des vies. C'est fondamental. Alors à l'hôpital, quand on n'a pas les mains souillées, c'est un peu autre chose que dans la vie. Vous savez tous qu'à l'hôpital, on utilise les produits hydroalcooliques. Eh bien, si vous faites, et si on demande aux personnes qui ont des infections respiratoires de porter des masques, et si on fait une très bonne hygiène des mains, on a déjà fait 80% du travail de prévention des infections respiratoires, dont ce nouveau-là ou le prochain qui arrivera. Et ça, on doit le mettre, nous, dans nos pratiques de tous les jours. Alors, ensuite, on met en place des précautions pour la grippe, qui sont des précautions gouttelettes, puisque vous avez tous compris qu'est-ce que c'était le problème de la transmission par les gouttelettes. Et ces précautions gouttelettes, eh ben voilà, elles sont marquées, c'est ce qu'on demande ici au personnel quand un malade a une grippe, par exemple, c'est de le mettre en chambre seule, de porter un masque respiratoire pour le personnel et pour le malade, de faire une très très bonne hygiène des mains, et c'est tout. Parce que les gouttelettes, les postillons, bien ça a un avantage énorme, c'est que ça tombe au sol, et à plus d'1,50 m, 2 mètres, vous ne craignez plus rien. Et donc ça, c'est aussi important sur le plan de l'angoisse. Et c'est une des précautions que qu'on demande en particulier pour le corona, c'est que si vous mettez des malades dans la même chambre, vous espacez les lits et entre eux, ils ne peuvent pas se contaminer. Parce qu'il y a la distance, vous voyez. Voilà. Ça, ce sont les précautions gouttelettes standards pour la grippe. Mais il y a un doute sur cette pathologie-là qui serait un mode de transmission air ou éventuellement dans des manœuvres à risque, comme par exemple des aérosols, faire tousser fortement les malades pour essayer d'avoir des sécrétions respiratoires, leur faire des fibroscopies, les intuber, ventiler en réanimation, on augmente le risque de mettre beaucoup de microbes, de virus dans l'environnement. Et donc là,
on se demande s'il n'y a pas une transmission un peu plus par l'air que les gouttelettes. Alors l'air, ça se maîtrise moins bien que les gouttelettes parce que ça ne tombe pas par terre et ça va partout. Et donc on renforce les précautions par des précautions qu'on appelle R, qui sont les précautions qu'on met en place dans la tuberculose. Et la chose qui est très importante, c'est la porte fermée. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on prépare le même masque. On met un masque qu'on appelle le masque antituberculeux, et qui est un masque dont l'appellation est FFP2, masque ou parfois canard selon sa forme, etc. Et donc là, on demande au personnel de mettre un masque et de respecter surtout l'isolement, chambre seule, porte fermée. Ça, ce sont les choses fondamentales. Pour le reste, on est un tout petit peu dans le doute pour les nouveaux virus, puisqu'on n'a pas beaucoup de données. Le professeur Combe vous a dit à la fois sur la pathologie, sur la virulence, et aussi sur exactement les modes de transmission. Donc en fait, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ceinture et bretelles. Quand on ne connaît pas, en se disant il vaut mieux faire plus que pas assez. Et donc ceinture et bretelles fait que pour le coronavirus, on fait des précautions R avec le masque FFP2 et on les renforce, je parle pour les malades avérés, les malades confirmés, et on les renforce par la protection de la tenue du personnel, la mise en place de gants et la mise en place de lunettes de protection pour pas que le virus rentre par les muqueuses oculaires, par la conjonctive. Parce que c'est connu pour d'autres virus que la contamination peut se faire, par exemple un virus qui existe tous les ans en hiver chez les enfants, qui s'appelle le virus respiratoire syncytial. C'est très bien connu que l'œil est une porte d'entrée. Donc on se dit, on ne connaît pas bien celui-là, si c'est ça. Donc on met en place un peu tout ce qu'on connaît de maximal comme précaution. Et vous avez bien compris que c'est maximal, c'est parce qu'on ne connaît pas très bien, mais que probablement, comme beaucoup de coronavirus, la transmission se fait principalement par gouttelettes et donc par contact aussi avec des mains souillées. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on est un petit peu, je dirais, on peut comprendre la mise en place de précautions. Là, c'est une affiche qu'on essaye de développer, qui n'est pas finalisée avec l'équipe d'hygiène et notre secrétaire qui a designé ça très très rapidement pour le bio-nettoyage, la pose et dépose de plateaux repas, où on s'habille de façon importante. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour le bio-nettoyage, pour nettoyer l'environnement du malade, suspect ou confirmé, les produits actuels sont efficaces. Si tant est qu'on les utilise comme c'est recommandé, avec un temps de contact. Et donc en fonction du produit, il y a un temps de contact recommandé pour tuer les virus, et si on les utilise correctement, eh bien, ils sont efficaces. Donc ça, c'est aussi assez rassurant pour nous. Finalement, je ne sais pas si on va pouvoir mettre la vidéo, ou si on la mettra après, autant la mettre là. C'est bien d'avoir un masque, de faire un super masque qui s'appelle FFP2, FFP3 ou FFP12. Le problème, c'est de bien le mettre, le masque, et de bien savoir comment on met ce masque. Et pour ça, il y a un contrôle qui est nécessaire, la manière de mettre le masque, la manière de contrôler s'il est bien ajusté pour pas qu'il déflite. Parce que si vous mettez ce masque, c'est pour que l'air que vous respirez passe à travers le matériel du masque et non pas sur les côtés où c'est plus facile pour l'air de passer. Ouais, on va mettre la vidéo si vous pouvez m'aider. Et donc, tant qu'à faire... Ouais, il restera une minute, on devait faire des pas. Voilà. Et donc, on va vous montrer une vidéo qui est toute neuve, qu'on a développée très rapidement, puisqu'elle date de 2009. Alors, écoutez pas le son, là, qui n'est pas... Alors, celle-là, c'est pas celle de 2009, c'est... Vous voulez laquelle, monsieur? Oui, non, allez-y, c'est très bien. Ça, c'est celle qui a été développée ensuite par l'INRS. On enlève le son parce que le son n'est pas bon, on n'arrive pas à avoir un bon son. Mais regardez bien, tous les gestes sont parfaitement faits et les indications qui apparaissent sont formidables. Vous voyez, on ne met pas les élastiques en dessous, on regarde, il y a 3 niveaux, on contrôle à chaque niveau si on est bien mis. Ça se met sur le côté, ensuite on teste, et c'est ça qui est fondamental. Comment on teste? En respirant à travers et en regardant s'il n'y a pas de fuite sur le côté. Si vous bouchez votre nez avec vos mains, vous ne devez pas pouvoir respirer, parce que si vous respirez, c'est que l'air passe sur le côté. Et bien sûr, on doit se laver les mains avant et après. Cette vidéo, elle est très simple, elle est très rapide, vous voyez, et la manière de l'enlever et l'hygiène des mains. Voilà, c'est très court, ça se regarde, alors là, elle passe peut-être un peu plus vite que normal. C'est disponible sur YouTube, c'est très bien.
Et on l'a mis en lien sur le site du CLIN. Et c'est... Et il y a une autre vidéo qu'on a développée à la Pitié-Salpêtrière en 2009, qui est la même, si j'ose dire, qui reprend les mêmes choses, mais avec un son beaucoup plus satisfaisant. Et je terminerai donc, alors ça c'est pas terminé, c'est recommencé, et par la dernière diapositive qui est, pour avoir plein d'informations complémentaires, nous essayons avec l'équipe d'hygiène de maintenir une page où on y met les informations au fur et à mesure qui sont disponibles à la fois chez Santé publique France pour la définition des cas, les questionnaires des cas, mais aussi les informations internationales comme disponibles par l'OMS, etc. Sur une seule page, vous pouvez trouver et avoir les liens sur ces pour ces différents sites. Je vous remercie. Je vais passer maintenant la parole peut-être à Pierre Ossater, qui est... Oui, je vous excuse. Alors, je ne répondrai pas à cette question. Nous répondrons aux questions après la fin des présentations, et comme ça on va regrouper les questions, donc marquez-la sur un petit papier, et nous répondrons à vos questions à la fin. Bien, bonjour à tous. Donc Pierre Ossater, je suis responsable des urgences. Alors je viens vous parler autant au titre des urgences ici que pour vous donner un petit peu les procédures qui sont mises en place un peu partout en France. C'est vrai que nous on est très concernés puisqu'on fait partie des deux établissements de santé de référence avec Bichat pour toute l'Île-de-France. L'objectif, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y ait aucun patient qui passe à travers les mailles du filet. On sait que c'est totalement impossible, mais on fait le maximum pour arriver à cet objectif. C'est pour ça que le point d'entrée normalement d'un patient doit être systématiquement un appel au centre 15 afin d'avoir un médecin régulateur au téléphone qui, sur le parcours du patient, notamment la zone géographique qu'il a pu visiter ou bien les contacts qu'il a pu avoir avec un patient qui a été documenté, eh bien cette enquête elle va être faite par un médecin, et en fonction de ces informations, s'il y a effectivement un doute, ce qu'on appelle un patient possible, le patient va être amené directement dans une des chambres à pression négative du service de maladies infectieuses. Donc ça, c'est la procédure idéale. C'est ce qui s'est passé pour quasiment la totalité des patients que vous avez reçus pour l'instant. Bien évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait des patients qui se présentent spontanément au service des urgences. Et donc là aussi, on a une procédure qui est en place, mais depuis très longtemps, puisqu'on a eu le MERS coronavirus, on a eu le SRAS, et puis on a la grippe tous les hivers, et puis on a la tuberculose tout le temps. On a régulièrement des patients tuberculeux. Donc là, la procédure, elle est très simple, c'est ce qu'a dit Jérôme Robert, c'est qu'aux urgences, dès l'accueil administratif, dès qu'un patient arrive avec soit des signes respiratoires, alors on voit un patient qui tousse ou bien il dit qu'il vient pour de la toux, de la fièvre, etc., c'est tout de suite un masque donné au patient avant de rentrer dans la zone d'urgence proprement dite. Là où la procédure est un petit peu plus affinée, c'est que dans un cas de risque émergent comme celui du nouveau coronavirus, eh bien ce patient, on ne va pas le faire rentrer dans les urgences et attendre avec tous les autres patients. Si on estime qu'il y a une origine géographique qui est à risque, le patient va être emmené directement dans un box dédié des urgences, avec tout le matériel d'isolement qui est mis devant la porte. Là, le médecin s'habille, rentre dans le box, ne touche pas au patient, refait l'interrogatoire et va appeler les collègues du service de maladies infectieuses pour pouvoir classer ce patient. Soit on va exclure la possibilité qu'il ait ce nouveau coronavirus parce que son parcours n'a rien à voir, il n'y a aucun contact possible, et là il va rentrer dans la filière normale des urgences. Soit on estime que c'est un cas possible, et la même chose, le patient va être transporté directement dans l'une des chambres à pression négative du service de maladies infectieuses. Donc pour l'instant, on a été assez peu sollicité aux urgences sur cette thématique, puisqu'on est sollicité très fortement en ce moment parce qu'on est en hiver, parce qu'il y a plein d'infections respiratoires autres. Compte tenu du nombre de patients positifs à ce jour,
il est beaucoup trop tôt pour dire si le dispositif est efficace. En tout cas, les jours passent, les semaines passent, et le fait est qu'on n'a pas beaucoup de patients positifs, et tant mieux. On en est très content. Donc le message principal, c'est que normalement tout est fait pour qu'il n'y ait aucun patient qui arrive dans l'un des services où vous travaillez. Ça, c'est ce que fait l'hôpital dès l'accueil, des urgences dès l'accueil, le centre 15 dès les appels. Maintenant, il faut que vous ayez quand même une vigilance de votre côté, puisque vous avez des patients qui sont convoqués dans tous les services. On est dans le 13e, il y a une forte population chinoise, donc vous pouvez très bien être amené à faire rentrer des patients. Et je pense qu'il faut un petit point de vigilance là-dessus, qu'il y ait quelques questions clés qui soient posées aux patients qui rentrent dans l'hôpital et qui ont pu voyager, pour être certain qu'il n'y ait pas un risque de contamination. Comme on vous le disait aussi, les informations qu'on vous donne aujourd'hui, elles ne sont évidemment pas consolidées. L'évolution des connaissances, elle se fait de semaine en semaine sur les modes de transmission, sur la contagiosité. Vous avez vu que sur la mortalité, les choses ont complètement changé entre les premières publications où on était à 20-24% de mortalité. Là, on commence à avoir des chiffres qui sont assez bien consolidés, qui sont plutôt de 2-3%. Le problème n'est pas tant la mortalité que c'est un nouveau virus, donc personne n'est immunisé par définition. Et si on diffuse un nouveau virus dans la population générale, même s'il n'est pas grave, eh bien, ça fait beaucoup de patients malades à traiter. Et donc, c'est un retentissement sanitaire qui peut être considérable pour un pays si jamais il ne s'est pas protégé. Donc vraiment, là, on est encore dans, je dirais, encore dans une position, dans une situation de veille sanitaire. On n'a que 5-6 patients en France. Il est possible que le nombre de cas explose dans les semaines à venir. On ne peut absolument pas l'anticiper. Mais cette période de veille sanitaire fait qu'on a un circuit qui est parfaitement identifié et on joue un peu le rôle de gardien de but pour éviter qu'il y ait un patient qui rentre dans notre hôpital et qui ne soit pas identifié. Voilà, c'est les informations que je pouvais vous donner. Je ne sais pas, on va répondre à vos questions. Dernière intervention par Élise sur la partie réanimation. Donc, bonjour, donc moi je m'appelle Élise Noirec, je suis médecin dans le service de médecine intensive et réanimation qui est au niveau du bâtiment EOL. Et donc comme on l'a dit à plusieurs reprises, on est établissement de santé de référence pour ce type d'infection. Donc notre service était déjà référent par exemple pour le MERS coronavirus. Donc c'est des patients qu'on a l'habitude de prendre en charge avec des procédures qui sont déjà bien établies chez nous, avec du personnel qui est formé. Et donc comme on l'a dit également, les données épidémiologiques qui sont à notre disposition jusqu'à présent, on est plutôt rassuré sur le fait qu'il n'y ait pas un taux de mortalité qui soit très important, mais on est quand même en train de travailler pour anticiper la prise en charge d'un nombre plus important de malades. Actuellement, on peut à tout moment prendre en charge 2 patients. Et donc là, toute la semaine, on a travaillé avec la direction, l'équipe d'hygiène et les services techniques pour pouvoir établir des nouvelles procédures qui vont nous permettre, si c'était nécessaire, de prendre en charge plus de patients dans le service de réanimation. Et nos objectifs, c'est pouvoir prendre en charge plus de patients et de pouvoir le faire de manière qui soit complètement sécuritaire et pour le personnel, et également pour les patients qui sont hospitalisés ou qui auraient besoin d'être hospitalisés dans l'hôpital et dans le bâtiment pour autre chose que pour le coronavirus pendant cette même période. Voilà.